Mesdames et messieurs, bonjour et d'abord pardonnez-moi de m'adresser à vous par la voie de la visioconférence. Je suis empêché d'être parmi vous aujourd'hui, contrairement à hier, pour participer donc à cette table ronde que nous avons voulu sur la notion d'éco-management et en tous les cas la manière dont les cadres dans d'autres institutions à la PJJ, mais sans doute aussi ailleurs, pouvaient se saisir de l'enjeu écologique pour transformer ou en tous les cas modifier leur manière de conduire les établissements et services. Ce que je vais partager avec vous avant que Monsieur Beria, secrétaire général de l'école, ne vous présente les grandes lignes du plan éco-responsable de l'école et puis d'autres collaborateurs des régions nous disent la manière dont ils s'y sont pris en service ou en direction interrégionale. Et bien avant cela, donc je voulais partager avec vous quelques lignes directrices peut-être de ce que pourrait devenir un éco-management réfléchi en formation, puisqu'on est ici dans une école, mais aussi en pratique dans les services déconcentrés de la PJJ. Je m'empresse de dire évidemment que ce sont des pistes que je propose, extrêmement modestes, et qui sont pour l'heure la déclinaison un peu concrète sans doute des plans nationaux qui s'imposent à nous. Puisque en réalité, ce dont nous parlons depuis 24 heures maintenant est une des conséquences directes, concrètes d'une série de travaux, d'abord scientifiques et ensuite politiques, que la France anime ou auquel la France a participé depuis au moins 3 décennies. Il y a bien sûr les rapports du GIEC dont on a déjà parlé, qui nous informent énormément des enjeux de la crise climatique et de ce sur quoi nous devons prioritairement agir, et en l'occurrence la réduction des gaz à effet de serre. Mais il y a eu depuis, sur le terrain politique, les accords de Paris par la COP 21, qui sont des accords pour le coup très engageants pour les États qui ont siégé dans cette COP. Les engagements de la COP vont donner lieu, vous le savez, à des engagements ensuite législatifs en droit positif français, et nous sommes l'objet de 2 stratégies au moins. D'abord ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone 2050 de la France, qui est extrêmement ambitieuse, et nous verrons pourquoi c'est de ce fait un enjeu managérial pour nous, puisque les administrations publiques sont attendues dans la réalisation de cette stratégie nationale. Et par ailleurs, ce que nous appelons la dynamique des services publics éco-responsables, le plan services publics éco-responsables, qui lui est né en 2020 et qui assigne aux administrations un certain nombre d'objectifs très opérationnels. Donc, ce dont nous parlons ici, le management de l'écologie dans les services publics, c'est finalement, encore une fois, une conséquence assez opérationnelle d'une dynamique lancée depuis très longtemps, à la fois sur le terrain scientifique et sur le terrain politique. Ce que peut-être nous devons poser comme préalable méthodologique pour les cadres de l'administration, qu'il s'agisse des cadres supérieurs, des cadres hauts décideurs, mais aussi des cadres de proximité, les directeurs de service, les responsables d'unités éducatives à la PJJ par exemple, ce sur quoi donc nous devons peut-être appeler notre attention collective, c'est au difficile équilibre à trouver entre une ambition qui est très élevée en termes d'objectifs à atteindre, notamment par le biais de la stratégie nationale bas carbone, donc des objectifs très ambitieux, et en même temps des contraintes organisationnelles, logistiques, budgétaires, RH, en tous les cas des contraintes administratives qui parfois freinent la réalisation des objectifs dont nous parlons. Vous le savez sans doute, la stratégie nationale bas carbone, elle vise 2 objectifs principaux. Il y en a un qui nous concerne en tant que citoyens, qui est la réduction de l'empreinte carbone des Français. Et pour cela, nous sommes accompagnés en tant que citoyens, mais ça n'est pas l'objet de mon propos. Mais c'est aussi et surtout d'atteindre la neutralité carbone sur le territoire français en 2050. La neutralité carbone, ça veut dire tout simplement, si j'ose dire, mais c'est difficile à atteindre, de trouver un équilibre net entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone, en tous les cas sa conservation dans ce qu'on appelle notamment les puits carbone, c'est-à-dire les espèces naturelles qui sont propices au stockage de dioxyde de carbone. Cette stratégie nationale bas carbone, elle porte sur quelques objets très identifiés, et vous allez vite voir qu'en réalité, ces objets, ça a dû être dit plus tôt dans le colloque, mais ces objets portent
pour plusieurs d'entre eux en tous les cas, sur des pans d'action publique. Je les cite rapidement. Il y a le fait d'agir sur les bâtiments, sur les résidences, sur la logistique des bâtiments en visant une haute qualité environnementale, en luttant contre les passoires thermiques par exemple, mais aussi les transports, l'agriculture et l'alimentation. Nous sommes l'objet de la loi Egalim évidemment qui est pour le coup très inductive sur la réduction de l'empreinte carbone par la voie de l'alimentation et de l'agriculture, la préservation des forêts, des bois, des sols, les productions d'énergie, l'industrie et enfin la gestion des déchets. Et nous voyons que donc les services publics, ne serait-ce que sur les bâtiments, les transports, l'alimentation ou les déchets sont très implicables et souvent déjà impliqués, mais pas encore partout et en tous les cas pas suffisamment en termes de niveau de performance. La dynamique service public éco-responsable qui donc vient compléter la stratégie nationale bas carbone qui, service public éco-responsable, je vous l'ai dit, est né en 2020 et a des objectifs réguliers à atteindre et très très opérationnels, descend d'un cran en termes de niveau d'ambition, mais c'est normal, hein, on a là une stratégie très opérationnelle et je vous cite quelques éléments identifiants et ce qui vont vous parler évidemment à la fois comme agent public, éventuellement agent de services privés également, de services associatifs et en tous les cas comme manager. Service public éco-responsable promeut, par exemple, le développement de la visioconférence et notamment à la faveur des conclusions de la crise sanitaire. Promeut le développement de l'usage du train, voire de favoriser absolument l'usage du train pour tous les déplacements inférieurs à 6 heures aller-retour par jour sur le territoire national. Service public éco-responsable promeut le financement de projets éco-responsables pour compenser les éventuels trajets en avion que nous aurions encore à faire et donc de l'intégrer dans la construction des budgets opérationnels de programme pour ce qui concerne l'administration et c'est quelque chose que nous commençons à l'ENPJJ en 2024 de compenser les émissions de gaz à effet de serre par l'usage de l'avion par le financement d'opérations éco-responsables. Mais c'est aussi la réduction des consommations d'énergie, malgré évidemment l'inflation qui pèse sur nous, y compris en matière énergétique. Les prix sont ce qu'ils sont et nous incitent évidemment à faire des économies, mais par ailleurs, c'est bien pour des raisons éco-responsables que nous cherchons à faire des économies d'énergie et à baisser la consommation des énergies. C'est la fin de l'usage du plastique lorsque il s'agit d'un usage unique de plastique. Et donc, on voit bien toutes les conséquences très très concrètes et très très logistiques, encore une fois, que ça peut avoir d'abolir le plastique à usage unique dans nos services. C'est le développement du covoiturage et l'équipement en véhicules électriques, ça c'est assez connu désormais, mais c'est aussi développer l'usage du vélo et que les services publics favorisent dans leur gestion matérielle l'usage du vélo. C'est du don aux associations pour limiter évidemment les gaspillages et mieux gérer les déchets. C'est enfin peut-être, il y a encore bien d'autres exemples, mais c'est enfin peut-être éco-gérer les marchés publics. Et définir des cahiers de clauses techniques dans les marchés publics qui soient eux-mêmes porteurs d'objectifs éco-responsables et qui incitent les prestataires privés à être vertueux en la matière. Je vous ai donné quelques exemples très concrets de ce que prescrit Service public éco-responsable qui s'impose au service public en général et dont nous devons faire évidemment une matière très opérationnelle encore une fois dans nos services. Ceci, tout ce que nous venons de dire, n'est pas un empilement de mesures. Moi, j'y vois plutôt par le biais de la construction d'un plan éco-responsable adapté à la PJJ dans les DIR, dans les DT, dans les services et établissements peut-être, mais enfin en tous les cas par le biais d'un plan éco-responsable adapté, j'y vois surtout l'occasion d'une politique un peu sérieuse, évidemment, rigoureuse, articulée, évaluable et puis impliquante. Alors je termine tout à fait mon propos en vous disant ce que, de mon point de vue en tous les cas, cette transformation de l'action publique par la définition d'objectifs éco-responsables peut avoir de vertueux mais aussi de limites. Moi, je vois 3 formidables leviers à ce que nous disons là, mais ils sont parfois difficiles à mettre en œuvre, évidemment, mais ce sont des leviers quand même importants. Le premier levier, c'est celui de la mobilisation de nos collaborateurs, de nos collègues, par le sens, voire de nous-mêmes, évidemment.
par le sens. On se mobilise par le sens parce que nous savons que ce que nous faisons a une utilité évidemment sociale, une utilité environnementale, porte une responsabilité qui est partagée par le plus grand nombre. C'est ensuite un levier d'attractivité. Nous sommes, vous le savez, confrontés à un défaut d'attractivité et nous savons en même temps que les générations entrantes sur le marché du travail sont particulièrement sensibles à ces objectifs que nous venons de citer, sont particulièrement vigilants à ce que leur employeur gagne en vertu sur le sujet d'éco-responsabilité et nous pouvons aussi leur permettre de donner du sens à leur engagement dans le service public en participant à des actions éco-responsables. Et puis, la troisième vertu que je peux y voir, c'est que nous avons là l'occasion de construire des plans d'action extrêmement évaluables par des actions très concrètes qui sont tout à fait transversales et pluridisciplinaires, mais en tous les cas des choses que nous pouvons mesurer dans leur atteinte, qui ne sont absolument pas abstraites. Je pense que ça vous parle à tous. C'est en tous les cas une manière évidemment de transformer un peu certaines manières de manager. Il y a des écueils à éviter ou en tous les cas des clés de réussite à mobiliser. D'abord, ce que je veux vous dire sur ce sujet, c'est 3 points là aussi. Mobiliser les acteurs en transversalité, en interservice, en interpôle, tout dépend des organisations administratives qu'on a, mais en tous les cas, mobiliser indépendamment des frontières et des silos administratifs traditionnels. L'objet dont nous parlons est un objet qui concerne tout le monde et qu'il s'agisse évidemment des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires, des praticiens de premier niveau, des gestionnaires administratifs, des gestionnaires budgétaires et j'en passe. Tout le monde est concerné et peut être impliqué. Donc une mobilisation transversale. Un deuxième facteur de réussite, c'est de travailler évidemment à ces sujets en déculpabilisant absolument à la fois les acteurs individuellement, mais les organisations. Les organisations doivent être vertueuses et résilientes sur ces sujets, mais ne pas donner de leçons et déculpabiliser absolument ceux qui ont encore éventuellement des réticences ou des méconnaissances sur ces sujets et les amener à gagner en compétences. Et puis enfin, de construire, mais c'était induit par mon propos précédent, de construire des plans, des objectifs atteignables, mesurables et réalisables. Je conclus, vous l'aurez compris, en vous invitant à travailler localement, mais à travailler avec nous, puisque l'école doit aussi, sans doute, transformer une partie de son appareil de formation à, en tous les cas, travailler à une forme de changement de paradigme. Il me semble que dans le contexte où nous sommes, avec ces objectifs très ambitieux, à côté des formes traditionnelles de management que nous connaissons bien, hein, délégatif, directif, participatif, persuasif, eh bien, s'impose désormais une 5e forme de management, peut-être. C'est une question en tous les cas que je livre à la table ronde. Un management écologique, protecteur de l'environnement, et à travers cela, évidemment, protecteur d'une qualité de vie pour nos collaborateurs, d'une qualité de vie notamment au travail. Je vous remercie et je cède la parole à mes collègues. Alors, après avoir entendu Frédéric Faure parler de stratégie nationale, mais aussi poser une question sur comment cela peut se décliner dans les services, on va entendre effectivement des témoignages de comment ça se passe au niveau management dans les services, le secteur associativité, la PJJ, également dans la direction interrégionale Sud. Mais nous allons commencer par le NPJJ. Donc Fabien Bérat est arrivé en tant que secrétaire général quand le travail sur le projet d'établissement était entamé, et de par sa fonction, il s'est emparé du pilotage de tout ce pan d'éco-citoyenneté à l'ONPJJ. Donc je vais lui laisser la parole pour que il puisse nous faire part de son expérience ici dans nos locaux. Alors, déjà avant de commencer par l'expérience, je vais surtout expliquer quels sont les axes de ce plan d'éco-responsabilité qu'on a mis en place donc au sein de l'NPJJ. Et ensuite, je reviendrai sur la démarche. Comme ça, on a une idée de ce qu'on veut mettre en place. Ça me paraissait plus clair de cette manière-là. C'est un plan qui contient 6 objectifs. Le premier objectif, c'est réduire les consommations, les déchets, le gaspillage.
On en voit des illustrations avec la gestion des poubelles. On voit également des illustrations avec la restauration. Actuellement, on est en train de mettre en place, il y aura un nouveau marché restauration, donc on est en train de faire les appels d'offres. Donc on est en rapport avec le plan d'éco-responsabilité, on essaye d'intégrer des clauses relatives à l'éco-responsabilité. Exemple, faire en sorte qu'il y ait plus de bio dans la cantine. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique. Là, on voit encore du plastique un peu partout dans l'école, mais l'objectif est que dans quelques mois, il n'y ait plus de plastique, plus de bouteilles en plastique, plus de gobelets également jetables. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont intégrées dans ce plan. Deuxième objectif, favoriser les mobilités douces et douces, durables et multimodales. Ça, on en a déjà parlé. Ça se traduit de manière très concrète par l'arrêt de l'avion pour les trajets supérieurs à 6 heures. Le directeur vient d'en parler dans la vidéo. Ce qui signifie que l'avion, maintenant, est autorisé uniquement pour les déplacements outre-mer et pour les personnes qui viendraient sur le site central à Roubaix de Toulouse. Parce que lorsque on prend le train de Toulouse, ça prend plus de 6 heures. Et il y a aussi pour les stages européens, il peut y avoir des autorisations d'utilisation de l'avion. Donc ça rentre vraiment très concrètement dans notre projet et maintenant c'est contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne passe plus, on ne rembourse plus si quelqu'un a pris l'avion alors qu'il n'était pas censé le faire. Les mobilités douces, c'est tout le travail sur les vélos et notamment le développement de garages à vélos qui sont en commande, qui vont arriver sur le site central, également sur les PTF. Je donne que quelques exemples, il y a énormément d'actions prévues, mais ça permet d'illustrer. Troisième objectif, préserver la biodiversité. Ça, très concrètement, à chaque fois que vous êtes venu sur le site central, vous avez eu une invitation à venir participer, d'ailleurs c'est Bernard qui organise ça, à participer au développement du jardin et faire en sorte de retrouver un petit peu de biodiversité. Donc on a planté une prairie fleurie, enfin une prairie de quelques mètres carrés, mais fleurie avec des coquelicots qui apparaissent. Ça permettra de faire venir des papillons, des abeilles, etc. On a mis en place, oui, justement, un jardin dans lequel vous remarquerez, on a fait des trous dans les petits rondins de bois et des trous de différentes tailles qui permettent de faire venir différentes espèces d'abeilles. Et on va continuer à chaque fois jusqu'à ce que ce jardin soit favorable à la biodiversité. Voilà. Donc, on vous invite évidemment à venir participer à cette action. Quatrième objectif, promouvoir la sobriété numérique. Donc là aussi, ça se développe à travers différentes actions. Une que vous n'avez pas forcément vue, mais vous savez, les ordinateurs doivent être renouvelés tous les 4 ans. Jusqu'ici, ce qui se passait, c'est qu'on prenait les ordinateurs, on perçait les disques durs de manière à ce qu'ils ne soient pas récupérés et on les mettait à la benne. Là, depuis cette année, on récupère les ordinateurs et on fait appel à une société qui permet de recycler, réemployer. Donc, on s'assure qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc ça, c'est un gros changement et je pense avec un impact tout de même significatif. Objectif 5, impulser une culture écologique au sein de la formation. Donc l'objectif 5, on y est en plein dedans. Dans cet objectif, il y avait l'organisation des journées professionnelles. Donc on commence, c'est pas le démarrer, il y a eu d'autres actions déjà de réaliser et évidemment des formations continues qui commencent à se développer de plus en plus sur les territoires et aussi au sein du site central. Et objectif 6, partager, sensibiliser. Donc là, c'est tout le développement de partenariats. On participe au concours Cube, par exemple, sur la gestion de l'énergie au sein de l'établissement. Voilà. Ça, c'était pour illustrer en fait le projet d'éco-responsabilité. Je vais revenir juste sur l'expérience, comme disait Bernard, sur la manière dont on s'y est pris pour produire ce projet d'éco-responsabilité, parce que je me dis que l'idée, c'est d'avoir des retours d'expérience, justement, donc de manière à ce que ce soit plus utilisable par la suite. Ce projet d'éco-responsabilité, il a émergé à travers la refonte ou la définition du projet stratégique d'établissement. Dans le cadre de la redéfinition du projet stratégique d'établissement, il y avait plusieurs ateliers et un atelier 7, a été dédié à l'écologie. Donc Bernard et Virginie Mertz avaient fortement piloté cet atelier. Dans cet atelier, les personnes volontaires issues des différents services de l'ENPJJ
ont commencé par bénéficier d'une fresque climat, c'est-à-dire une sensibilisation et un approfondissement des connaissances des uns et des autres. Nous avons fait appel à une société, enfin un prestataire extérieur qui a réalisé un bilan carbone de l'école. Ça nous a permis de voir d'ailleurs toutes les difficultés à réaliser un bilan carbone parce qu'on n'a pas forcément toutes les données entre guillemets écologiques à disposition. C'est compliqué finalement de savoir combien de trajets en avion, d'où on est parti, combien de trajets, enfin bref, ce qu'on mange, comment on évalue la part de viande dans les repas, enfin bon. Donc très intéressant, cela dit, ce projet, ce bilan carbone a permis de sortir des grands axes d'amélioration et de voir que les déplacements étaient une énorme dépense sur le plan écologique, que la restauration également. Donc on a pu identifier différents secteurs qui derrière sont des leviers d'action et vous remarquez que à travers les objectifs que j'ai présentés tout à l'heure, on a repris, c'est issu finalement de ce bilan carbone. C'est issu de ce bilan carbone, mais pas que, parce qu'une fois que le bilan carbone a été fait, on n'est pas resté sur les conclusions du bilan carbone. On est parti sur une définition d'objectifs et d'actions, des projets d'action, on va dire tout azimut, c'est-à-dire dans tous les sens. Au-delà du bilan carbone, je donne un exemple, la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, on pourrait dépenser autant d'eau qu'on veut, ça n'a pas forcément d'impact sur le CO2. Mais pourtant, on a une idée sur la gestion de l'eau, la biodiversité aussi. On pourrait se dire finalement, c'est pas forcément lié au bilan carbone. Mais voilà, on s'est dit, on prend toutes les idées. On prend toutes les idées au stade de la rédaction du projet d'éco-responsabilité, sans se demander si ça allait être faisable ou pas. Parce que dès qu'on commençait à se dire, ah oui, mais là, ça va être compliqué, on se disait que, on va pas le mettre parce que c'est trop compliqué. On a mis ça dans le plan et on réalise les études de faisabilité ensuite. Exemple, on a le projet de mettre des panneaux photovoltaïques sur l'école. À ce moment-là, on ne savait pas, et on ne sait toujours pas d'ailleurs si c'était faisable. Et on est en train de mener les études pour voir si le plafond, enfin le toit est suffisamment solide, toutes les questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc on ne s'est pas limité dans la définition de ce projet d'éco-responsabilité. Voilà. Sur la mise en œuvre également, ce que je voulais souligner, c'est un gros travail de communication et de partage en fait. Donc on en a parlé dans un séminaire d'école il y a 1 an. On a partagé le bilan carbone. On a commencé à esquisser les différentes pistes de réflexion. On a bénéficié des retours des agents. On a également validé cela lors d'un comité social d'administration, de manière à ce que ce soit vraiment partagé par tout le monde sur des questions des questions qui peuvent vraiment prêter à la discussion et la discussion. La viande à la cantine, par exemple, pour certains, c'est très problématique. L'avion, ça peut être très problématique. Ça change vraiment des pratiques. Donc, c'était nécessaire de faire cette communication-là. Et on a présenté tout ça en séminaire, évidemment, d'école. Voilà. Je vais m'arrêter là, peut-être. Merci beaucoup Fabien. Non, je pense que c'était très clair et ça montre bien ce qui s'est mis en place. Et sous-entendu dans ce que tu disais, ça montre aussi comment au niveau équipe on peut se rassembler sur des projets. Notamment ces journées pro qu'on a fait avec une équipe qui est impliquée, solide et bienveillante. Merci beaucoup Fabien. Alors à la DIR Sud, donc nous avons 2 représentants de la DIR Sud, donc Sylvie Vella qui est directrice interrégionale et Nicolas Guyon qui est responsable de la section immobilier et patrimoine. Alors, on va faire un focus avec vous, qui êtes en visio et qui êtes déjà sur l'écran, parfaitement visible. On va faire un focus avec vous sur la mise en place d'une démarche éco-citoyenne au niveau d'une DIR et notamment au niveau immobilier. Donc, je vous laisse la parole, Madame Vella, Monsieur Guyon, pour la DIR Sud. Donc, on avait dit 10-15 minutes. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tenais à remercier l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse pour cette prise de parole que j'ai souhaité en fait prendre avec le responsable immobilier, Monsieur Guillon, qui est à mes côtés, parce que cette démarche, elle est double. Elle est d'une part sur un plan plus technique, mais aussi sur tout ce qui est projet et en fait management. Ça a pu être dit précédemment, notamment par Frédéric Faure. Alors le contexte en DIR Sud,
on a eu un contexte favorable lié à un besoin d'étendre et de rénover la direction régionale. Ça a été le déclenchement de toutes ces opérations et de toute cette manière de penser un peu différemment. Pour rappel, le DET, la loi Elan de 2018, qui entre en vigueur en 2019, a visé une amélioration ambitieuse de la performance énergétique des bâtiments de plus de 1000 m². Donc, on était concerné par cela. Donc, Monsieur Guillon, il viendra ensuite sur ce qu'on a fait sur la DIR Sud. Et en fait, on a souhaité penser les choses, en tout cas l'avenir, de manière un peu différente. Pour pouvoir partir durablement sur cette transformation, il y a aussi quelque chose qui a été très important. C'était l'engagement à l'époque de mon ancien adjoint, Monsieur Baloco, je le cite, qui était très concerné par c'est pas une problématique, en tout cas par cette thématique et cette sensibilité en fait bien avant, j'ai envie de dire qu'on en parle aussi largement. Donc cet engagement plus ce besoin d'étendre nos locaux nous ont permis de rentrer plus rapidement, je pense, dans ce qu'on va pouvoir vous présenter. Au-delà de ça, donc d'un engagement, il nous a fallu quand même quelque chose d'essentiel pour rentrer dans cette démarche. D'une part, et ce n'est pas rien non plus, un appui financier important parce que ça a eu un coût. Ça a eu un coût de départ qui n'était pas négligeable. Donc ça, c'était le secrétariat général du ministère de la Justice. Et d'autre part, et ça c'est essentiel, il nous a fallu un appui fin, beaucoup d'expertise technique fine du pôle immobilier. Alors du pôle, c'est un grand mot, puisque aujourd'hui le pôle immobilier c'est une personne qui est à mes côtés, du pôle immobilier de la direction interrégionale, parce que ça demande un suivi de tous les jours. Et pour terminer sur le contexte, parce que ça, c'est le déclencheur, mais par contre, aujourd'hui, depuis maintenant, on va dire un peu plus de 3 mois, nous sommes dans le travail sur le projet de fonctionnement de la DIR, et tout ce qui a été énoncé par le NPJJ intègre également cette démarche d'éco-responsabilité et cette 5e forme de management, comme le dit Frédéric Faure, intégrera notre projet de fonctionnement. Voilà, on va le faire à 2 voix. Je vais laisser la parole à Monsieur Guillon qui va vous présenter la démarche générale qu'on a engagée sur la région, parce que ça ne concerne pas que la DIR siège, ça a été le départ, le déclencheur, mais il y a autre chose. Voilà, oui, bonjour à tous. Donc effectivement, avant de faire un focus sur le site pilote de la DIR siège, on peut vous présenter nos démarches qui se veulent vertueuses sur l'ensemble des unités du ressort de la DIR. À savoir donc jusqu'à présent le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques. On est aujourd'hui à 50 points de charge sur l'Occitanie, sachant qu'on a visé notamment des recharges rapides, hein. C'est-à-dire que toutes les bornes sont en 22 kVA, ce qui permet de recharger un véhicule en 2 à 3 heures, et ce qui permet surtout de lever les réticences des agents quant à l'utilisation de ces véhicules. Donc ça, c'est un premier point. De manière générale, on a fait quasiment le relamping de tous nos sites, c'est-à-dire qu'on a retiré tous les néons, on est passé en LED. On a déposé les chaudières gaz, chaudières fioul, pour les remplacer par des pompes à chaleur. Et puis, sur tous les projets de relogement, on vise bien entendu des locaux plus récents et peu énergivores. En accord avec notre administration centrale, hein, puisque de toute façon, on ne peut pas prendre à bail des locaux qui seraient classés au-delà de la lettre D. Donc ça, c'est de manière générale. Et là, plus récemment, on a lancé une étude relative au déploiement des installations photovoltaïques. Alors, on a eu le site pilote en DIR siège dont on va vous parler. Aujourd'hui, on a identifié une dizaine de sites sur la 50aine que compte la région qui vont faire l'objet donc d'installations photovoltaïques en production électrique et également en chauffe-eau solaire. Donc, bien entendu, la plupart de ces sites recensés sont plutôt des sites d'hébergement.
ou des UAJ. On l'a décliné également sur certaines UMO dont on est mono-occupant. Mais enfin, le plus gros intérêt, effectivement, porte sur les sites d'hébergement qui consomment toute l'année H24. Donc, et à savoir que la réticence première était le coût, le coût de ces opérations et le retour sur investissement. Aujourd'hui, on est à, alors ça peut être très variable en fonction des bâtiments et des capacités qu'on va pouvoir installer, des capacités de production. Mais on se retrouve avec un retour sur investissement compris entre 7 et 15 ans, ce qui est tout à fait confortable et envisageable en termes financiers, sans compter que le coût, forcément, mécaniquement, l'augmentation du coût de l'énergie vient réduire la durée du retour sur investissement. Donc en termes de portage financier, on a plus de freins sur ce type de sujet. Et on a montré par l'exemple sur le siège de la DIR, dont on va vous parler, la faisabilité de la mise en œuvre de ces installations. Donc après, pour illustrer effectivement ces démarches, on a été très vertueux sur le site pilote, qui est le siège de la DIR, qui comprend également le PTF Sud, donc centre de formation de l'NPJJ. Sur ce site, on a créé, bon, effectivement, comme disait Madame Vella, on a fait une extension, on avait des besoins de surface complémentaires. On en a profité également pour retraiter l'existant, puisqu'on était sur un site historique de la PJJ qui date des années 50 et qui nécessitait un gros travail de fond. On a commencé par traiter l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on a isolé les bâtiments par l'extérieur, donc une ITE, ce qu'on appelle une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, remplacement de toutes les menuiseries. Là, on est en train de finaliser le remplacement de toutes les toitures, c'est-à-dire qu'on remplace les bacs acier, on en profite pour isoler, avec une démarche qui se veut éco-responsable aussi, puisqu'on part sur de la laine de bois, qui est peu mise en œuvre encore dans le bâtiment, malgré tout. Une fois qu'on a fini de traiter l'enveloppe des bâtiments, on a traité l'intérieur, c'est-à-dire remplacement des chaudières gaz par des pompes à chaleur, installation de CTA, de centrales de traitement d'air, de VMC double flux, qui permettent aussi de récupérer les calories, de ne pas recracher la chaleur sur l'extérieur. On a installé, bon, bien entendu, mais comme sur l'ensemble de nos unités, des bornes RVE. Donc, on a aujourd'hui 10 points de charge sur le site. Et on a installé également du photovoltaïque. Donc, dans une première phase, sous forme d'ombrières photovoltaïques, qui nous permettent actuellement d'être en totale autonomie sur des heures de jour. Alors, on n'a pas de courbe de charge à vous présenter, mais enfin, grosso modo, de 9h à 17h, sur les périodes d'ensoleillement, on retombe à 0 en consommation énergétique. On est en train de compléter cette installation par du photovoltaïque mis en toiture, puisqu'on profite du remplacement des bacs acier, pour pouvoir être également en autonomie sur les recharges de bornes électriques. C'est-à-dire qu'à terme, d'ici quelques semaines, on aura une capacité de production, alors je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais de 125 kW crête, qui pour un site comme le nôtre permettra d'être en totale autonomie sur des heures de jour. La phase finale, pour laquelle on n'est pas encore au point, mais c'est au niveau, ça ne concerne pas que le ministère, c'est de manière générale, c'est sur le stockage de cette énergie pour pouvoir délivrer une énergie en période nocturne. Puisqu'on a quand même, on centralise tous les serveurs de la DIR, c'est-à-dire de toutes nos unités. On a les pompes à chaleur qui tournent également la nuit. Donc, la phase ultime de ce projet sera de trouver un moyen de stocker de manière vertueuse et pas par le biais de batteries qui sont plutôt difficiles à recycler. Donc, on a des pistes. On s'était inscrit avec le concours de Monsieur Balocco, qui était très sensible à ces sujets, sur un nouveau projet porté par une start-up française sur laquelle la plupart des grosses sociétés du CAC 40 se sont inscrites également en site pilote, et qui est un principe de stockage avec la fabrication d'une roue à inertie, en fait, tout béton,
et qui permet donc de prendre le relais en période nocturne pour délivrer l'énergie, c'est-à-dire qu'on vient stocker l'énergie, le trop plein d'énergie produit en journée et on le restitue la nuit. Et là, pour le coup, on sera, donc in fine, ça va prendre quelques années, on sera en totale autonomie nuit et jour, quasiment sans besoin de raccordement au réseau. Bon, c'est une vue de l'esprit puisqu'on se raccorde et on arrive aujourd'hui à réinjecter dans le réseau. Ce qui n'était pas gagné puisqu'on nous expliquait qu'on n'avait pas vocation à produire, c'est-à-dire qu'au démarrage de l'opération, on devait poser 2 panneaux solaires. On a fini par en poser 250 mètres carrés et aujourd'hui, on double cette installation puisqu'on a réussi à passer des contrats avec EDF obligation d'achat qui rachète le surplus d'énergie et qui va créer, j'espère, une dynamique au niveau du ministère puisqu'on se veut exemplaire. Au-delà de cette présentation très technique, mais nécessaire parce qu'en fait, effectivement, on explique la manière dont on est rentré. On a également une partie management qui est important et une partie qualité de vie au travail qui l'est également. Le voltaïque, ça a aussi permis de protéger nos véhicules en les mettant à l'ombre l'été. Et à Toulouse et à Montpellier, il peut faire très chaud l'été. Voilà, donc c'est vrai que les professionnels ont vu aussi un intérêt, y compris pour leur propre véhicule. En tant que chef de service, je vous parlais d'intégration au projet de fonctionnement d'un certain nombre de choses, mais on a une vision également assez large, et y compris en termes d'aménagement de l'espace pour tenir compte d'un certain nombre de choses, y compris de la circulaire de la Première ministre de février 2023. On essaie d'être exemplaire et en tout cas, on est ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Berriat, par exemple en termes de chauffage, le chauffage, on est très attentif à veiller aux consignes, à ne pas dépasser les 19. Alors vous voyez, je crois que le NPJJ, c'est même sûr, je le sais, le font aussi. Nous avons tous notre petite doudoune qu'on aurait pu mettre d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça commence à faire un peu frais, mais qui fait équipe. On diminue tout ce qui est plastique, tout ce qui est déchets, chacun a son mug. On est assez attentif sur le recyclage du mobilier, et notamment avec toutes les transformations qu'on a eues et les créations, les nouvelles ouvertures d'unités. Nous avons par exemple, un joli parc en Dire Sud. Au moment des lagages, on veille à ce que le bois puisse être donné à tous ceux qui ont effectivement des poêles, des cheminées. Tout à l'heure, on parlait de biodiversité et de jardin. Nous avons largement planté cette année, enfin l'année dernière, ça fera donc maintenant 1 an, déjà pour que ce soit plus agréable pour tous nos agents et puis et ça a un impact certain sur la biodiversité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une démarche commune. Voilà. Et il a pu être indiqué aussi, il y a des résistances, il y a parfois des réticences aussi à rentrer pour différentes raisons. Et en tant que chef de service, en tant que manager, c'est d'essayer de déconstruire et puis surtout, ça a été dit également par Frédéric Forbes, c'est-à-dire que de pas rendre coupables les gens, mais leur montrer que, en tout cas, les entraîner avec nous dans cette démarche-là. Voilà, je crois que ça c'est important, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense que de l'intégrer dans notre projet de fonctionnement au niveau de la direction interrégionale, assurément donnera un levier également à nos directrices et directeurs territoriaux pour que ce soit fait de même en fait au niveau des directions territoriales et ensuite que ça puisse être décliné dans nos services. Voilà, sans être beaucoup trop longue, peut-être à moins qu'il y avait quelque chose, Nicolas, vous vouliez rajouter? Non, pour ma part, j'ai fait le tour. Voilà. Donc merci beaucoup, c'était très clair, on a bien pris la mesure de votre démarche, y compris au niveau management, et on va continuer avec Roxane Dasté, donc qui va apparaître à l'écran. Donc Roxane Dasté, vous êtes là et vous êtes directrice du STEBO d'Agen.
Et là, vous allez nous présenter la charte éco-responsable interne à votre service et comment cela a été initié. Alors il y a une particularité, c'est que vous avez initié ça en participant à un concours qui est intitulé CUBE, si je ne me trompe pas. CUBE pour concours usage bâtiment efficace de l'État. Donc c'est un petit peu une manière de challenger votre équipe, c'est ça? Et je vous laisse nous expliquer comment vous avez procédé. Alors, je suis effectivement d'Ordonne-Lot-et-Garonne, donc avec 2 unités, une à Agen, une à Périgueux. Et on essaye d'avoir une politique éco-responsable au moins depuis 2017, puisqu'en 2017, on a fait alors, j'arrive pas à... Ah voilà. Effectivement, en 2017, on a fait une charte éco-responsable. On a fait à l'époque dans des groupes de travail entre les unités. Pour essayer de travailler sur différents aspects. Donc, voilà, elle était assez complète. Donc, effectivement, on s'était mis à acheter du papier recyclé, mettre en place un tri des déchets. On a mis en place un petit compost, enfin, pas vraiment un compost, mais au moins un recueil des déchets organiques pour que, après, certains agents qui avaient des composts chez eux puissent rapporter. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans cette charte 2017. Ça a bien fonctionné quand même pendant 2 ans. Alors aussi, c'était toujours porté par les personnes qui étaient déjà sensibilisées à ces questions personnellement. De là, il y a eu le Covid. Donc ça a été effectivement, on a balayé certains concepts avec pour des raisons sanitaires, mais tout en essayant quand même de garder quelque chose. Donc en 2020, justement à la sortie du Covid, on avait acheté des gourdes pour chacun. On avait mis en place, quand il y avait, avant la note sur les frais de représentation, des repas d'équipe à l'extérieur, enfin, sur des réunions de travail, et qu'on prenait un repas par un traiteur. Voilà. Je demandais aux gens d'amener leurs couverts, leurs tasses. Voilà. Et du coup, ça nous a évité d'acheter des consommables, voilà, des couverts qu'on pouvait jeter. Mais voilà, quand même, les choses s'essoufflent entre 2017 et 2023. Déjà le Covid, la réforme de la justice des mineurs qui fait que clairement l'éco-responsabilité c'est pas la priorité à ce moment-là. Et puis comme tous les services, même si on est dans le sud-ouest et qu'il n'y a pas énormément de turnover en milieu ouvert dans un service sud-ouest de la France, il y a quand même des nouveaux agents et qui n'ont pas été forcément sensibilisés à notre charte, même si elle fait partie, elle est dans le livret d'accueil. Donc, depuis 2023, le DT me propose d'inscrire l'UMO d'Agen au concours CUBE. Voilà, alors le concours CUBE, je vais le détailler parce que du coup, vous ne connaissez pas ce que c'est. Mais d'ailleurs, j'en fais aussi la pub puisque les inscriptions sont encore en cours. Donc, vous pouvez inscrire votre service sur le concours CUBE État. En plus, l'inscription est prise en charge par le secrétariat général. Donc, il faut se rapprocher en fait du secrétariat général. Et il y a un accompagnement qui est mis en place sur ce concours. Le concours CUBE, c'est pendant 1 an. L'idée, c'est de faire des économies d'énergie. D'une manière forcément un peu avec l'émulation de l'équipe et des différentes structures. On prend comme valeur de référence, on rend nos consommations de l'année précédente. Elles servent de base. Et ensuite, tous les mois, on a accès. Alors là, on m'a ouvert les accès pour que j'ai ma consommation d'électricité. Je saisis les données en kilowatts et ça permet d'avoir un classement. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une émulation. Et je vais essayer de vous expliquer comment on est parti de très mauvais à plutôt très bon. Donc, le contexte, je l'ai parlé. Donc, les locaux, quand même, je vais planter le décor des locaux de l'UMO d'Agen par rapport à ce concours d'économie d'énergie. Donc, on est à l'UMO d'Agen dans une tour là, que vous voyez à gauche, construite dans les années 60. Et qu'il n'y a jamais eu de travaux depuis les années 60, à part peut-être le double vitrage. Donc, on a des grandes baies vitrées. Il n'y a pas de volet, il y a une isolation qui n'est plus, qui est de notre monde. Pour vous donner un exemple, vous voyez les volets intérieurs, les rideaux, là, les stores qui sont sur la droite. L'hiver ou tout le temps, quand il y a un peu de vent dans la tour, les stores bougent tout seuls. Voilà, donc c'est tellement le vent s'engouffre par les baies vitrées. Et puis les baies vitrées, l'été, on est dans le sud, donc ça tape, il n'y a pas de volet. Donc très rapidement, à partir de midi, on est obligé d'allumer la clim, sinon c'est intenable. L'autre enjeu, c'est qu'on déménage en 2024. Donc clairement, le concours CUBE, on n'allait pas faire de travaux, ni d'efforts sur la gestion du bâtiment. Par exemple, il y a d'autres candidats qui ont fait avec de la maintenance du bâtiment, des choses comme ça. Ils ont pu faire des économies d'énergie. Nous, on n'a pas du tout travaillé là-dessus.
mon idée, c'était vraiment essentiellement de travailler sur l'usage du bâtiment, donc passer par vraiment un management éco-responsable et essayer d'insuffler des bonnes pratiques auprès de tous. Donc, pour rappeler, l'UMO d'Agen, on est presque 20, voilà, quand on compte les stagiaires, les volontaires de service civique, on est entre 18 et 20 agents. Voilà. Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est le concours travailler sur les usages. Et donc, à partir de là, moi, j'ai lancé le concours, j'ai fait une réunion de présentation en février 2023. Il n'y a pas eu un grand engouement à ce moment-là. L'équipe ont dit oui, ils ont eu peur. Je pense qu'ils se sont dit, elle va tous nous mettre des bonnets et qu'on se mette tous à tricoter parce qu'on va avoir le chauffage coupé. Mais bon, on était là, à partir de là, on faisait vraiment des très maigres économies d'énergie. On était classé dans le ventre mou, hein, clairement, sur ce classement. On était dans les 150e, voilà, ce qui n'était pas terrible. Et du coup, au mois d'avril, je me suis dit, bon, c'est plus possible, on va essayer de trouver quelque chose pour essayer de décoller un peu dans le classement. Et je leur ai proposé d'utiliser un outil d'intelligence collective. Je me suis dit, bah, peut-être qu'on va essayer ça, ça a marché. Et ça s'appelle l'anti-problème. Le but de l'anti-problème, c'est vraiment sous la forme d'un jeu, c'est de traiter le problème opposé pour révéler ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, surtout dans la situation actuelle. Donc, je leur ai posé comme question en réunion d'équipe comment gaspiller l'énergie et par le concours. Je leur ai dit, alors, ils me connaissent, je fais appel à ma personnalité, voilà, ils savent que j'ai un esprit de compétition et que j'aime pas trop perdre, notamment dans le sport. Donc, je leur ai dit, bon, là, on fait un concours, on va essayer de ne pas perdre, quoi. Donc, j'aurais distribué des post-it et chacun a mis du coup son idée et vraiment c'est pris au jeu parce que avec cette idée d'anti-problème, c'est vraiment qu'on contourne les choses et qu'on parte pas sur un discours culpabilisateur, jugeant ou des injonctions qui peuvent être mal perçues. Vraiment clairement dans un service de la PJJ, dans une unité de milieu ouvert, la priorité c'est pas d'économiser l'énergie, c'est que les jeunes qu'on cherche à placer, on trouve un lieu d'hébergement, qu'on s'en sorte avec nos rapports, nos audiences et clairement, bon bah la lumière, éteindre la photocopieuse, bon bah oui c'est important, mais en même temps c'est pas ma priorité. Donc l'idée c'était vraiment d'arriver à trouver quelque chose qui mobilise l'équipe sans qu'on en vienne toujours il faut faire ci, il faut faire ça, il y a qu'un faucon, c'est toujours bien chez les autres. Donc on s'est mis à faire ça. On a écrit, voilà, ce qui est la photo est de pas très bonne qualité, mais voilà, j'ai récupéré tous les post-it. Tout le monde s'est pris au jeu. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Je pense qu'en 20 minutes, on avait fait le tour. D'ailleurs, toutes les choses revenaient de la même manière. Voilà, laisser la clim allumée le soir, vous voyez. Et ça nous a vraiment permis, donc après, d'élaborer un document un peu plus propre. Voilà, comment gaspiller l'énergie à l'UMO. Voilà ce qu'il en est ressorti. Donc des choses très simples, hein, voilà, laisser les clims allumés le soir ou le week-end. On oublie, voilà, vous pouvez arriver, on oublie d'éteindre sa clim quand on part. Alors l'écran et la station d'accueil branchée sur le secteur, ça c'est classique. Les lumières allumées, voilà, ça nous arrivait le lundi, on a rentré dans le service, on se rendait compte qu'on avait oublié d'éteindre la lumière. Régler la clim sur des températures très basses quand il fait très chaud dehors, déjà c'est pas recommandé, mais en plus ça consomme énormément d'énergie. Voilà, laisser les photocopieurs allumés, des choses très simples en fait qu'on fait chez soi, mais qui sur une équipe de 20, quand on passe, qu'on est très pressé parce qu'on doit repartir en audience, on va peut-être oublier, bah, ça produit pas forcément beaucoup d'effets. Donc à partir de là, vous voyez, je l'ai fait fin avril. À partir de là, on voit vraiment sur la courbe d'économie d'énergie et d'économie d'émissions de CO2 un boom quand même. Voilà, la courbe à partir du mois de mai commence à vraiment sensiblement, on voit le bond. Alors, quand j'en ai parlé, on me disait, mais au mois de mai, il y a eu plein de ponts, donc quand même, c'est pas forcément représentatif. Bon, juin, on refait un bond, juillet, août, septembre, enfin voilà, maintenant on est à presque 15% d'économie d'électricité en 10 mois. Alors certes, hein, on est une petite équipe, hein, on a 20 agents par rapport à des grosses structures qui sont dans le concours, type l'Opéra de Paris, des choses comme ça. Effectivement, la surface, c'est pas la même. Mais sur une équipe de 20 personnes avec la culture que vous connaissez, la culture professionnelle, moi, je suis très contente qu'on arrive à ça. 15%, je trouve que c'est beaucoup. Et surtout,
au mois d'octobre, enfin depuis le mois de septembre, on est premier du classement de ce concours Cube bâtiment de l'État. C'est inespéré. Concrètement, on s'y attendait pas du tout et tout le monde est ravi. Moi, aujourd'hui, là où je suis ravie, c'est que l'équipe, en fait, depuis vraiment cet anti-problème, toute l'équipe est mobilisée. En fait, toute l'équipe se sent investie de ces bonnes pratiques, de ces éco-gestes. C'est jamais le même qui part, qui ferme le service quasiment tous les soirs. Et pour autant, on constate que l'imprimante, elle est éteinte le lendemain matin, donc les gestes sont là. Moi, je constate, voilà, je partage le bureau avec la responsable d'unité. Hier, c'est moi qui suis partie la dernière. J'ai vu qu'elle-même, avant de partir en milieu d'après-midi, elle avait débranché sa station d'accueil et son écran pour le rebrancher ce matin. Voilà, ça fait partie, c'est rentré vraiment dans notre culture à l'UMO. C'est des petits gestes qui prennent 2 secondes, mais qui, au final, en 10 mois, nous font économiser 15%. Et on va dire à la fin de l'année, je pense qu'on va être autour de 17-18% d'économie d'énergie, ce qui est beaucoup compte tenu effectivement des bâtiments qu'on a. Et ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'au début de l'année, enfin d'ailleurs c'est toujours le cas, on a une moitié du bâtiment dont le chauffage central ne fonctionne pas. Donc, on est obligé d'allumer les clims réversibles, donc ça consomme de l'électricité pour se chauffer. On a eu aussi des propriétaires qui nous a livré des petits chauffages électriques, mais qui consomment énormément, mais on les a quand même utilisés. Et malgré ça, on arrive à faire des économies d'énergie. Donc, voilà, c'est pour mon témoignage, c'est vraiment pour montrer que, voilà, même au niveau d'un service où j'ai injecté 0 € en termes de budget pour faire cette action, que ce soit la charte éco-responsable, alors un petit peu les gourds, mais la charte éco-responsable ou les économies d'énergie, ça m'a coûté 0 €. Et pour autant, on a quand même vraiment un impact sur notre action. Et c'est quand même fortement, je trouve, intéressant. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ces éco-gestes. Et ce que je constate aujourd'hui, là, on est à 10 mois. Moi, ce que je constate, c'est que ça a vraiment permis de mobiliser l'équipe autour d'un nouveau défi qui est pas le défi du CJPM, parce que voilà, ces derniers temps, c'est vrai qu'on était beaucoup dans la mise en œuvre du CJPM, on a eu le Covid, on a eu des changements en termes de responsable d'unité, et ça a été quelque chose de décalé qui a permis quand même du coup, je trouve, de nous trouver un nouveau défi, de se mobiliser, de faire équipe, en fait, parce que c'est un concours, quand même, ça reste un concours, donc avec un côté sportif. Moi, tous les mois, je leur envoie un petit mail en leur disant où on en est des résultats, en utilisant aussi un vocabulaire sportif parce qu'on est dans un concours, donc les remontadas, je leur dis, voilà, la première place nous tend les bras, on a fait une super remontada, enfin, ce genre de choses. Mais vraiment, ce que je constate en termes de management, c'est qu'autour de cet objectif d'éco-geste, on crée une identité en fait de service, en tout cas d'unité, et on a réussi à faire voilà, équipe autour de ça, et c'est toujours intéressant. Maintenant, pour nous, l'enjeu, alors en plus, à Agen, c'est terre de rugby, donc on doit transformer l'essai. Je trouve qu'il y a 2 enjeux. Le premier, enfin 2, 3 même, c'est de faire perdurer ces éco-gestes sur notre nouveau terrain de jeu, puisqu'on déménage en 2024, comme je vous l'indiquais. Donc, c'est de voir comment ça va se passer. Et c'est d'intégrer les nouveaux agents qui n'ont pas forcément participé à cette dynamique d'anti-problème et puis à terme qui n'auront pas non plus participé au concours Cube. C'est de les intégrer dans cette démarche d'éco-gestes. On s'est rendu compte que les nouveaux qui étaient arrivés là en septembre, alors ils ont effectivement les infos dans le livret d'accueil, mais ils n'avaient pas eu toute la culture autour de ça, puisque très alors Roxane, désolé, je viens de récupérer un micro. Je suis vraiment désolé parce qu'on a largement dépassé le temps. Et il y a encore un dernier intervenant. En fait, le dernier enjeu, c'est qu'on puisse le transformer dans le projet de service. Voilà. Dernier point. Merci. Alors merci beaucoup, félicitations pour votre challenge. Vous êtes très fort parce que vous avez réussi à distance à désactiver tous les micros. On n'arrivait pas à les remettre en. Alors vous nous expliquerez que c'est peut-être l'outil sans problème qu'on devra utiliser ici à l'école, puisque Fabien me disait qu'on participait aussi au même concours. Donc grâce à l'outil qui vient de nous être proposé, on pourra
pour être bien placé aussi. Et donc rapidement, hein, je passe la parole maintenant parce que on avait dit 10 minutes, donc vous les avez, voilà. Donc Moussa Bachiri, vous êtes directeur du pôle justice de l'association ABCD. C'est une association qui a été créée en 1984. Hein, et tout à fait. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et donc vous êtes directeur de 2 établissements, un centre éducatif fermé qu'on a vu ici brillamment intervenir. Au passage, je les félicite. Ouais. Merci. Et un centre éducatif renforcé. Donc vous l'avez dit hein, déjà hier en intervenant, vous mettez en place dans chacune des activités du CF, qui en plus a la particularité d'être mixte, peut-être c'est un des seuls CF qui est mixte, vous mettez en place dans chacune des activités, vous faites entrer l'écologie, mais sans jamais prononcer le mot. Donc vous avez l'occasion maintenant d'en parler. Merci beaucoup. Je sais pas si on m'entend. On m'entend bien. Bien mettre là au niveau du menton. Oui, d'accord. Comme les. Ok. Je vais surtout venir un petit peu. Il y a à peu près 5 ans, les établissements ils consommaient énormément d'énergie, beaucoup de plastique, beaucoup de déchets non recyclables, et on perdait sur tous les côtés. C'est-à-dire que les factures augmentaient, on rajoutait des poubelles. C'est-à-dire que les poubelles, il y en avait au départ 9, donc ça finit à 11 pour, à un moment donné, gérer tous ces déchets. Donc, il y avait une réflexion, plusieurs objectifs à atteindre. Régler le problème des crises des métiers, donner du confort aux professionnels, leur donner envie de travailler, donner du sens concernant l'écologie, mais aussi la gestion de tous les déchets, et ça se transforme aussi sur l'éducatif. Donc, on a plusieurs objectifs dans ces établissements. Donc, la première chose qu'on a pu faire, c'est renouveler un petit peu tous les chambres. Il faut savoir qu'au CF de Savenans, c'est des petites maisons. Chaque jeune a sa petite maison, on appelle ça un domicile comme domicile. Et c'était des cassettes. Vous voyez, les anciennes cassettes ils avaient à peu près 18 ans, ces cassettes. Et une cassette, ça consommait énormément. Donc, le premier objectif, c'était de convaincre, afin de débloquer des budgets, pour remplacer ces cassettes par une pompe à chaleur et surtout par quelque chose qui vient chauffer à moindre coût et qui garde dans le temps. Donc on a pu surtout agir sur le bâti et sur le fonctionnement des dépenses. Après, nous avons surtout dirigé nos efforts sur la cuisine. Comment dirais-je, démarcher un petit peu tous les producteurs locaux pour avoir un circuit court et surtout local et qui, dans un premier temps, qui donne du partenariat et qui donne du sens aussi pour les stages pour les enfants, mais aussi on vient négocier directement avec les producteurs. Donc ça vient aussi donner du sens sur l'histoire de ces légumes, d'où viennent. Donc on vient consommer surtout de saison. On a fait ça la même chose avec les bouchers, on a fait la même chose avec plusieurs partenaires et aidé par la commune, parce que c'est la commune qui connaît un petit peu tous ces partenaires locaux avec qui on pourrait travailler. Et on a négocié aussi nos prix. On a négocié nos prix et on a vu qu'en négociant nos prix localement, on a pu aussi, comment dirais-je, moins dépenser. Et pourtant, avec des produits beaucoup plus sûrs et beaucoup plus écolos. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'au départ, on parlait de faire du bio, parce qu'on a un restaurant d'application. Mais en faisant du bio, si on prend du bio qui fait 1000 km pour venir chez nous, peut-être ce sera bon pour manger, mais pas bon pour nos poumons, parce qu'on crée quand même de la pollution. Pourtant, on fait du bio, on pense quand même à vouloir faire mieux. Donc, on a réfléchi sur plusieurs phases. Que ce soit le légume ou le fruit ou tout ce qui est les produits, faut qu'ils consomment moins d'énergie pour arriver dans nos assiettes. Donc, on a réussi en faisant ça avec les professionnels. Et tous ces déchets qui peuvent produire la cuisine, on a réfléchi aussi à pouvoir créer une ferme PEDA. Et un potager, je pense que les enfants ont pu s'exprimer dessus, c'est qu'on a choisi nos animaux par rapport aussi aux déchets qu'on peut produire dans notre restaurant d'application. C'est-à-dire que j'appelle pas ça du recyclage, j'appelle ça du recyclage vert, pardon. J'appelle pas ça des déchets verts, j'appelle ça du recyclage vert. Pourquoi? Parce que les jeunes, en découvrant que avec des déchets, ils peuvent nourrir aussi, ça peut servir aussi à nourrir les animaux, mais aussi à faire du compost et à reproduire, ça donne sens. Pas simplement trier que ça part dans des centres
d'incinération qui recyclent en verre ou en gobelet ou en gourde maintenant. C'est-à-dire que eux-mêmes le recyclent et eux-mêmes mettent du sens. Donc on a créé surtout des tuteurs écologiques sans dire le mot. On parle du tuteur écologique, que ce soit le jeune, que ce soit le professionnel. Pourquoi on a décidé de pas prononcer le mot de l'écologie? Parce qu'au moment où on prononce le mot écologique par rapport à l'expérience, c'est qu'à chaque fois on dit mais pourquoi nous et pourquoi pas les autres? Donc ça devient une contrainte, ça devient quelque chose qui se rajoute, ça devient quelque chose qu'on doit s'adapter. Donc souvent le changement vers les professionnels, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, il y a un peu de résistance. Donc on a mis ça dans le projet de service du fonctionnement banal, des gestes qu'on doit avoir normal. C'est-à-dire que vous allez arriver dans le centre éducatif, même centre éducatif renforcé, vous allez avoir des pancartes, n'oublie pas de fermer la porte, n'oublie pas d'éteindre, n'oublie pas d'éteindre le chauffage. Donc à chaque fois ça se répète et à chaque fois ça se fait non pas parce que c'est pour l'écologie, c'est pour le bien-être de tous, tout simplement, qui donne sens après dans leur avenir ou dans leur comportement. Et là, on a réfléchi après, pas que ça, il faut donner du bien-être aux professionnels, parce que une écologie qui dure longtemps et pérenne, faut que chaque professionnel trouve son intérêt dans son confort, mais aussi économiquement, qui lui donne sens. Si une écologie vient changer, certes, à long terme, souvent certains professionnels disent mais qu'est-ce que je gagne moi là-dedans? Même s'ils se disent qu'ils sont tous pour l'écologie, mais dans le comportement, on le voit que c'est pas toujours ça. Donc j'ai demandé à tous les chefs de service, direction, de pouvoir réfléchir sur les plannings horaires, de pouvoir créer des covoiturages. Parce qu'il faut savoir que nos établissements sont très excentrés. C'était fait exprès avant. Maintenant, on se rapproche des grandes métropoles. Donc, les professionnels souvent se trouvent dans les grandes métropoles, là où ils peuvent venir. Donc, j'avais beaucoup de Lillois, Dunkerquois, Butunois. Et on a réfléchi pour pouvoir permettre, à chaque fois qu'ils arrivent à Troyes, de quelqu'un qui vient chercher les autres. Et on a aussi cherché les aides de covoiturage, région, État, commune, et nous aussi, avec ce qu'on pouvait faire. Donc les professionnels trouvaient du bien-être concernant la convivialité, parce qu'ils font pas une heure tout seuls. Ils trouvent le sens économique, parce que ils perdent beaucoup moins d'argent, surtout avec l'énergie qui augmente, et la pollution. On évite 3 voitures, on n'en prend qu'une au lieu de 3. Donc beaucoup de professionnels arrivent ensemble, si vous venez au CEF, au CER, arrivent ensemble. Et on essaie de pas trop créer des clans, parce qu'à force on peut créer des clans sans le vouloir. Donc on essaye de permuter un petit peu tout ce petit monde pour pouvoir donner sens dans le temps sur plusieurs objectifs économiques, bien-être et pollution. Oui. C'est pas une minute. Ah oui, carrément. Oui, les ateliers commencent maintenant. Je peux déconnecter votre micro? Non, pas encore. Bon, c'est juste, je voudrais parler aussi de comment dirais-je, les partenaires qu'on choisit, les activités qu'on met en place tirent vers l'écologie. Par exemple, on a signé des conventions avec les communes, avec les maires, sur le travail sur l'espace vert, sur la gestion des déchets de la ville, sur comment dirais-je, la revalorisation des objets qui sont de seconde main. Par exemple, au CEF, au CER, le carton veut dire beaucoup de choses aux jeunes et aux professionnels. Le plastique aussi, parce qu'à chaque fois, ils sont dans une imagination, une créativité. On a des ateliers qui viennent créer des objets avec ces déchets et qui leur permettent de leur donner une seconde vie, voire une création imaginaire. Par exemple, un jeune qui a pris un carton, qui a réussi à créer une lampe en carton, qui lui a mis une petite ampoule, ça fonctionnait. Donc, pour vous dire, c'est important de pouvoir se permettre de faire autrement et qui soit gagnant pour tous et qui donne sens sur le long terme et que chacun devienne avoir un réflexe qui tire vers le bien-être, vers la pollution et surtout vers l'économie pour beaucoup. Voilà, merci. J'ai encore une minute? Non. Non. En tout cas, bravo. Bravo et merci à tout l'établissement, aussi le CF là qui est venu en force. Et merci pour votre intervention. Vraiment désolé, hein, c'est très frustrant parce qu'on aurait aimé vous écouter plus longtemps. Sauf que là, les ateliers sont commencés.
Donc chacun est inscrit à un atelier. Il y a des tables à l'accueil où vous trouverez votre nom, l'atelier. Sur chaque porte, vous avez vos noms aussi. Donc vous pouvez foncer vers les ateliers. Rendez-vous pile après la pause de 16h à 16h15. Soyez là si vous ne voulez pas manquer la ligue d'improvisation. Ce sera la dernière intervention de 16h15 à 16h30 et après place au quiz. Go.